C'est notre chroniqueur musique ciné qui est avec nous aujourd'hui, Guillaume Dozou, dans cette année-là. Bonjour Guillaume. Bonjour Richard et bonjour à tous. Nous démarrons une saga avec vous aujourd'hui, une saga consacrée à James Bond. Elle se poursuivra d'ailleurs la semaine prochaine, lundi prochain. Il fallait bien 2 émissions pour évoquer James Bond. Quelle est la genèse de ce personnage, Guillaume ? James Bond, donc c'est un agent secret évidemment, anglais, et finalement il naît sous la plume de Ian Fleming. Ian Fleming qui est un écrivain anglais également évidemment, et c'est en 1953 qu'on commence à entendre parler de ce fameux James Bond, un épisode finalement, puisque là évidemment on en aura 12, on aura 12 romans de James Bond qui vont se suivre, et ce premier épisode s'appelle Casino Royale, Royal avec un E d'ailleurs. Et qui deviendra un film un peu plus tard. Ouais. Vous me dites qu'il y a eu 12 livres de Ian Fleming, Ouais. mettant en scène James Bond, et pourtant il existe un peu plus de 20 films, je crois. C'est ça, il y a 22 James Bond aujourd'hui, si on compte celui qui sortira à la fin de l'année. Donc, certains ne sont pas du tout adaptés de Ian Fleming. Non, effectivement, il a écrit quelques nouvelles aussi relatives à James Bond, mais on ne retrouve pas l'ensemble des histoires finalement qui ont été portées à l'écran. Il y en a quand même beaucoup finalement, quand on regarde les années 50 pour James Bond. Casino Royale évidemment qui a été porté à l'écran d'abord à la télévision, ensuite une première fois au cinéma et puis très récemment avec Daniel Craig, mais les autres s'appellent Vivre et laisser mourir, Moonraker, Les diamants sont éternels, des choses comme ça, donc qu'on va quand même retrouver adaptés, certes, Oui. ne serait-ce qu'à l'époque où c'est tourné, mais on va dire que tous les romans de Fleming vont être portés à l'écran de toute façon. Donc le premier, Casino Royale. Casino Royale, effectivement, alors ça sort à l'époque en français, ça s'appelle Espion, faites vos jeux, puisque l'essentiel de l'intrigue se passe dans un casino, et j'ai forcément, pour préparer l'émission, été chercher ce bouquin, et je l'ai lu, et je me suis aperçu que ce... Vous voulez te taper le bouquin, mais avec plaisir j'espère. Voilà. Oui, parce que c'est un bon livre. Oui, c'est tout à fait intéressant. Et puis bon, historiquement, c'est quand même intéressant de voir James Bond pour la première fois mis en scène. Et en creusant un tout petit peu, on s'aperçoit que ce fameux Casino Royal, c'est tout simplement le casino de Forges-les-Eaux, Non. à côté de chez nous. Ce casino s'appelle dans l'histoire Royal-les-Eaux, mais quand on suit James Bond, on s'aperçoit que finalement son hôtel est sur la plage de Dieppe, qui regarde les bateaux de pêche de Dieppe sortir du port. Enfin, il y a beaucoup de références comme ça, et on s'aperçoit que James Bond finalement est né, si on veut, en Seine-Maritime. Alors là, j'en reste sans voix. Et oui, je vous invite vraiment à trouver le bouquin. Il a été réédité là, il y a 5-6 ans, donc on peut encore le trouver facilement en librairie. Tout ça se passe en Normandie, effectivement. James Bond d'ailleurs est un ornithologue américain au départ. Ian Fleming, qui a quand même beaucoup roulé sa bosse, a trouvé que ce nom-là sonnait bien, quoi. Et je vais garder James Bond. Par contre, évidemment, l'ornithologue américain n'est pas du tout espion, mais il a un ami qui travaille finalement au service secret anglais, qui s'appelle Wilfrid Dunderdale. Alors je vous fais pas de tête évidemment, mais ce fameux Wilfrid, donc très ami avec Ian Fleming, va lui donner quelques clés pour finalement construire un personnage d'espion. Donc, qui combine un ornithologue et un vrai espion, et tout ça donne un James Bond qu'on connaît encore maintenant. Quand Ian Fleming écrit ses premières aventures de James Bond, il se doute, il a une petite idée que ça peut être adapté au cinéma ou pas du tout Pas spécialement. Selon vous ? Non, pas spécialement, parce que là on est plutôt pour Ian Fleming, mais même si il met du cœur dans tout ça, quoi, il est plutôt dans un roman de gare, quoi, finalement. Par contre, là où il se fait surprendre, c'est que dès le premier épisode, dès le premier opus, ça cartonne, quoi. Il en vend des centaines, des milliers, et c'est traduit assez rapidement en français, par exemple, mais donc on va retrouver un succès ici du James Bond, des aventures de James Bond en bouquin tout de suite. On est dans les années 50, le réflexe adapté au cinéma, un bouquin qui marche, on l'a déjà, quoi. Mais même si en 53 donc sort Casino Royale, le premier téléfilm qui s'appellera Casino Royale datera de mémoire de 64, donc on aura encore un petit peu de temps avant que tout ça prenne corps. Parlons maintenant des acteurs qui ont joué James Bond. Il y en a beaucoup ? Non, enfin, il n'y en a pas tant que ça finalement. On en connaît et on s'en souvient de
de finalement 3 ou 4 grand maximum. Forcément Sean Connery qui a marqué les esprits. C'est pas forcément lui qui a fait le plus de James Bond. D'ailleurs, il est à égalité avec Roger Moore qui viendra un tout petit peu plus tard dans la saga. Les acteurs sont, et ça c'est une volonté du producteur, Broccoli, le bien connu Broccoli qu'on voit dans tous les génériques. C'est d'ailleurs sa fille maintenant qui a pris le relais. Mais donc notre homme Broccoli, là, le producteur, a dit que tous les James Bond, tous les acteurs devaient forcément venir du Commonwealth. Donc on va retrouver, en tant qu'acteur de James Bond, on aura forcément soit un Australien, ça a été le cas, un Anglais, un Écossais, on va avoir forcément des gens du cru, quoi, finalement. Ce sera toujours le cas ? C'est toujours le cas en ce moment. Jusqu'à aujourd'hui. Même Daniel Craig, bien sûr. C'est d'ailleurs le premier James Bond blond, et dans les bouquins de James Bond n'est pas blond, alors que ça avait fait créer une petite polémique chez les experts. Mais donc tous les acteurs viennent de la couronne britannique obligatoirement. On peut les citer donc tous, puisque on a parlé de Sean Connery. Ce fut le premier. Non, c'était pas le premier. C'est pas le premier. Au cinéma, c'est le deuxième. Sean Connery alors. Voilà, exactement. le premier James Bond au cinéma, c'est David Niven. David Niven qu'on a vu dans Le Cerveau, par exemple, qu'on a vu dans Les Canons de Navarone, ce grand moustachu. C'est le premier James Bond. C'est le premier James Bond. Un film qui s'appelle d'ailleurs Casino Royale, toujours avec ce méchant qui s'appelle Le Chiffre, qui est joué par Orson Welles. Et on retrouve un Casino Royale ici complètement farfelu, quoi. C'est un film qui est à l'époque du Swinging London, quoi, début des années 60. Donc il y a des couleurs partout, il y a 7 ou 8 réalisateurs qui enchaînent les séquences. Ça a pratiquement ni queue ni tête. C'est très très déroutant de le voir. On a même Jean-Paul Belmondo d'ailleurs qui fait un petit coucou, qui joue un légionnaire français dans ce James Bond. Incroyable. Et donc le réalisateur principal c'est quand même John Huston, donc c'est quand même quelqu'un qui a roulé sa bosse. Mais globalement, pour moi, c'est un James Bond assez lointain de ce qu'on trouve ensuite dans les séries qui ont pu faire Sean Connery, Roger Moore. Alors il arrive quand Sean Connery ? Parce que j'étais vraiment persuadé que c'était le premier. Je sais bien, mais oui, c'est pour ça que je suis là. Donc c'est Dr No alors qui arrive. On a un Dr No de Terence Young avec Bon baiser de Russie aussi derrière, toujours de Terence Young avec Sean Connery. Ouais. Ok. Ouais. Et donc là, Sean Connery qui va complètement poser les bases de ce que sera James Bond et de finalement ce qui est toujours James Bond. Bon baiser de Russie, ensuite Goldfinger forcément. Voilà. Donc, et de toute façon, on va pas citer tous les titres, mais je voulais qu'on cite tous les comédiens qui ont joué Bond. Donc David Niven, j'ai bien compris. David Niven, Sean Connery. Alors Georges Lazenby, qui en a fait un. Il en a fait un seul. Un seul, et c'est de son initiative d'ailleurs qu'il en a fait un seul, qui fait au service secret de Sa Majesté. Georges Lazenby, Roger Moore évidemment, qui a fait autant de films que Sean Connery. On a Timothy Dalton, qui en a fait quelques-uns, et Pierce Brosnan, évidemment, qui a pris le relais dans les années 90, et Daniel Craig, maintenant. Depuis. Voilà. Et vous, votre préféré, Guillaume, c'est lequel ? J'aime bien Daniel Craig, faut encore qu'il fasse ses preuves, il a fait que 2 James Bond pour l'instant, et après j'ai quand même forcément un penchant pour Sean Connery, je pense que c'est le penchant général. Oui, de tous les spécialistes, en tout cas de tous ceux qui sont des passionnés de James Bond. Exactement, même si je pense que les derniers James Bond avec Sean Connery le montrent un peu trop vieux, quoi. Parlons maintenant des méchants dans James Bond, parce qu'ils sont importants, les méchants, et ils sont à chaque fois ahurissants. Là, on a affaire à des scénaristes qui ont beaucoup d'imagination et qui vont nous présenter comme ça des méchants avec à chaque fois des situations totalement incroyables. Oui, effectivement, on a des méchants qui sont assez charismatiques. Ces méchants-là, on va pas les retrouver systématiquement parce que très souvent ils explosent avec leur base à la fin. Par contre, on a des organisations qu'on va souvent entendre. Le Spectre, par exemple, qu'on va citer dans plusieurs James Bond. On va avoir le Smirch également, alors qui est un peu moins cité mais qui existe et finalement quand on tend un peu l'oreille, c'est une organisation qu'on va avoir beaucoup. Et puis des noms comme ça qui vont venir comme Blofeld, des méchants, Goldfinger évidemment, avec sa batterie de bras droit.
Et puis, on peut imaginer aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez de Jaws, cette espèce de grande baraque avec des dents métalliques. Oui, il revient pas plusieurs fois, lui, d'ailleurs. On le voit 2 fois, oui, Ouais. effectivement. Et Il est c'est vraiment impressionnant. un lui, des avec ses méchants dents. les plus impressionnants, effectivement. On a même un des méchants, un japonais, avec un chapeau qui est finalement, quand il le lance, réussit à couper un certain nombre de choses. Enfin, des armes un peu bizarres pour ces méchants-là. Et puis, un méchant qu'on voit de temps en temps, alors particulièrement dans Casino Royale, c'est le Chiffre. Ce fameux méchant qui s'appelle le Chiffre et qui a été joué successivement par Peter Lorre, par donc Orson Welles, on le disait tout à l'heure, et puis qu'on retrouve évidemment en 2006 avec en face de Daniel Craig. Bon, c'est un Chiffre un peu moins connu évidemment, mais globalement on a quand même des méchants qui se retrouvent, quoi. Des C'est un peu Français, parfois aussi. Alors Des dans les comédiens méchants, français qui oui, incarnent les méchants. on a Michael Lonsdale dans Ouais, Moonraker. c'est ça. Ouais, Michael Effectivement, qui joue ce méchant là sur cette base lunaire, en effet. Et dans un des derniers aussi, face à Daniel Craig, Alors face à Daniel Craig, on a Mathieu Amalric. Mathieu Amalric. Ouais, dans Quantum of Solace, qui joue un méchant, mais qui est plutôt une sorte d'homme d'affaires crapuleux. Ouais, il est vraiment efficace en plus. Hein. Ouais, on a des méchants comme ça, toujours très machiavéliques. Enfin, c'est vraiment l'image du méchant qui va jamais, même s'il arrive à attraper James Bond, qui va jamais le tuer de sang-froid, quoi. On va toujours le mettre dans un dispositif compliqué, avec un laser, avec une scie, des crocodiles. Enfin, on va toujours se compliquer la vie pour tuer James Bond, alors que 4 secondes suffiraient, quoi. Donc ça, c'est toujours un petit jeu mais pourquoi faire intéressant. simple quand on peut faire compliqué? Exactement. Mon cher Guillaume. Toujours c'est un dispositif, quoi. C'est vraiment comme ça qu'on les reconnaît. Impossible d'évoquer James Bond sans parler des James Bond Girls après avoir évoqué les méchants. Et là, je vois que vous êtes un peu plus intéressé, Guillaume. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne sais pas, c'est peut-être elles qui sont intéressées. Les James Bond Girls, elles apparaissent dès les premiers films. Ah oui, ça apparaît d'ailleurs même dans les bouquins. Même dans les bouquins. Ah oui. On a des James Bond Girls tout de suite. Alors, ce qui est appelé James Bond Girl, c'est vraiment donc des femmes. Très souvent, sont des espionnes, parfois des victimes. Mais globalement, il n'y a pas d'entre-deux, quoi. C'est soit des très méchantes, soit finalement les victimes qu'on vient sauver et donc qui tombent amoureuses du chevalier blanc, quoi. C'est obligatoire. Quelques exemples de James Bond Girls. Oh bah oui, très méchantes. Très méchantes. C'est mes préférées. Voilà. C'est vrai, les plus méchantes. Oui, j'aime bien les méchantes. Est-ce que j'en ai des très méchantes en tête? Cherchez dans votre liste quelques méchantes. Dans les dernières connues, on a Eva Green, par exemple, hein, qui commence à faire carrière chez nous et qu'on retrouve dans Casino Royale, justement. On n'arrête pas d'en parler. Et puis, on a Halle Berry, par exemple, dans Meurt un autre jour, qui fait une James Bond girl. Et là, finalement, celle qui a vraiment qui fait office de méchante et de James Bond girl à la fois, vraiment à ce point-là, c'est Sophie Marceau. Dans Le Monde ne suffit pas. Elle joue les deux rôles et c'est inédit dans un James Bond. Elle arrive à faire les deux. Bon. Cette dénomination, James Bond Girl, bon, vous me l'avez dit, elle existe depuis le départ. Ouais. Mais quelle est la plus célèbre, la plus emblématique? Est-ce que c'est toujours Ursula Andress? Ça peut être Ursula Andress parce que c'est la première avec Sean Connery, donc c'est celle de Dr. No, effectivement. On l'a vu, elle joue d'ailleurs aussi dans l'autre version de Casino Royale, celle avec David Niven, où elle est pratiquement habillée pareil. Enfin, oui, c'est intéressant parce que c'est la première, celle qui donne le ton, quoi. C'est là que tout se joue, finalement. Je pense qu'il y avait un vrai enjeu pour ceux qui avaient lu les livres, de se dire, ok, la première James Bond girl qui est portée à l'écran, c'est qui? Bon, Ursula Andress, c'est vrai qu'à l'époque, c'était elle, quoi, qui crevait l'écran. Et qui incarne peut-être c'est peut-être ça. Dans l'esprit collectif. Probablement, oui. Mais si le film avait mieux marché, je pense que Diana Rigg, donc qui vient de Chapeau melon et bottes de cuir, qui joue dans Service secret de Sa Majesté, donc avec ce fameux Georges Lazenby, je pense qu'elle aurait pu faire aussi une James Bond girl beaucoup plus marquante si le film lui-même avait mieux marché. Ouais. Je ne sais pas si on a dit, Guillaume, pourquoi Georges Lazenby n'en a fait qu'un. James Bond. Il voulait pas s'enfermer dans le rôle, hein, tout simplement, quoi. Il était dans un schéma de James Bond où il ne s'y retrouvait pas spécialement, quoi. Donc moi j'ai longtemps pensé que finalement il avait été considéré comme un mauvais James Bond et que finalement il n'avait pas été repris.
au profit de Roger Moore, mais c'est lui qui a laissé la place. D'ailleurs, Roger Moore qui était pressenti bien avant le moment où il a commencé sa carrière de James Bond, dès l'époque de Sean Connery. Avant de nous quitter, vous vouliez encore nous citer une ou deux James Bond girls? Je sais pas pourquoi, mais... Ah si, je me souviens quand même de Grace Jones, par exemple, dans Dangereusement Vôtre. Ah oui, oui, oui. Et puis après, dans les plus récentes, C'est le groupe AA qui avait fait la BO. Malheureusement. Qui avait fait d'ailleurs le générique du début. Exact. J'insiste. On a, oui, effectivement, des James Bond girls comme ça. Terry Hatcher aussi, qu'on a vu assez récemment, qui joue maintenant dans Desperate Housewives. Jane Seymour, qui est également avec Roger Moore. Enfin bon, on a quand même pas mal de James Bond girls ici qui, même si elles servent de faire valoir au départ, vont poursuivre une carrière assez intéressante derrière. On va retrouver Frédéric Le Ternier, qui est notre James Bond Girls à nous. Guillaume, je vous salue et je vous dis à lundi prochain pour la suite de cette saga James Bond. Je serai là. Guillaume Dozou est avec nous en ce lundi pour la suite de notre saga consacrée à James Bond. On a beaucoup évoqué la semaine dernière. D'abord, bonjour Guillaume. Bonjour Richard et bonjour à tous. Le personnage, sa naissance sous la plume de Ian Fleming, les acteurs qui ont joué James Bond. Il y a eu les méchants, parmi lesquels quelques Français. Il y a eu les James Bond Girls également au générique de notre précédente émission. Je voulais que l'on démarre par la musique aujourd'hui, parce que la musique est très importante dans un James Bond, mais il y a également le générique, et c'est par là que tout commence. Le générique est déjà un spectacle en lui-même. Guillaume, vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est toujours le cas maintenant. C'est assez impressionnant pour ça parce que c'était la mode à l'époque des génériques assez longs, assez travaillés dans les années 60. On a beaucoup de génériques comme ça, très amusants d'ailleurs. Des génériques de la même époque comme ceux de la Panthère Rose par exemple sont très amusants. Même des films français, les films d'Yves Robert par exemple, avec des génériques complètement fous. Oui, Pierre Richard également, exactement. Qui s'amusait beaucoup avec les génériques. Et donc pour James Bond à l'époque, en 62, quand on sort Dr No, eh bien on a un générique qui doit coller déjà à l'ambiance générale, quoi, qui va refléter cette vie d'espion et donc forcément un gimmick marquant dès le départ, cette musique de James Bond que tout le monde connaît. Le thème que tout le monde connaît, il est présent dès le premier film. Hein, oui, c'est ça, Guillaume. dès le départ. Ouais. Même celui avec David Niven? Ah non, quand même pas. On a un John Barry là, qui s'intéresse à James Bond, en fait, dès la production avec Sean Connery. D'accord. Mais il sort d'où ce film avec David Niven dont vous nous avez parlé la semaine je prochaine? Je vous le prêterai si vous voulez. Et il est trouvable encore, hein, oui, bien sûr. Oui. Donc, le thème principal que tout le monde connaît, il apparaît avec Dr No. Voilà, c'est ça. Et donc là, c'est parti, quoi. Donc, le succès du film et finalement ce qui va faire aussi qu'on se souvient de James Bond et qu'on a envie de le voir et de le revoir, c'est aussi ces scènes d'ouverture là, avec le générique. Souvent, un James Bond, ça ne commence pas par le générique. On rentre dans une action tout de suite, souvent une action qui se termine, une fin de mission par exemple, ou finalement quelque chose qui va nous donner une clé pour le milieu de l'intrigue. On démarre, on est déjà dedans. Et à la fin de cette action-là, on a un fondu au noir et on commence avec le générique et tout de suite une chanson, quoi. Le thème dont on parle depuis le début, ce fameux thème de James Bond, il va être réutilisé dans tous les films. Oui, c'est un thème qu'on entend systématiquement. Mais à des sauces peut-être un peu différentes. Ah, exactement, c'est-à-dire qu'après, le cahier des charges pour créer le générique, c'est de s'inspirer de ça, c'est de s'inspirer de ce thème. On va plus ou moins en sortir en fonction finalement des artistes qui seront recrutés pour créer ce thème-là. Pour créer le thème. Ça veut dire que, par exemple, Tina Turner, qui a fait GoldenEye, dans cette chanson-là de Tina Turner, on a à un moment donné ce thème qui revient. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas forcément exactement la même chose, mais ça nous rappelle, ça nous fait quelque chose, quoi. On sent que James Bond est ici, et de cette façon-là, quand on entend la chanson, on sait que c'est un générique de James Bond. Ce sera forcément un morceau qui fera penser à James Bond, et la version de Tina Turner, effectivement, a été écrite par les gens de U2, par exemple,
à l'époque. Ouais. Et donc ça devient un peu le rendez-vous comme ça des artistes là en disant bah tiens, moi aussi j'ai fait mon générique Moi, de j'ai James fait Bond. mon générique de James Bond. Il y a Voilà. d'autres BO en 30 secondes, Guillaume, que vous souhaitiez mettre en avant Celle de Vivre et aujourd'hui. laisser mourir par Paul McCartney, qui est toujours exceptionnel et qu'il joue d'ailleurs en concert. À chaque concert de McCartney, il joue son générique de James Bond, Live and Let Die, qui est toujours extraordinaire. Ouais. Et qui a servi de générique aussi à une émission de télévision française, une émission Exactement. politique. Oh oui. Et une autre encore, une autre BO étonnante. Sur Goldfinger, par exemple, qui est intéressant, avec Shirley Bassey. Shirley Bassey qui chantera plusieurs génériques de James Bond, qui a une voix très caractéristique, qu'on entend, qu'on reconnaît bien, et on la retrouvera sur Les Diamants sont éternels. À chaque fois, on a un duo John Barry, Shirley Bassey, qui est vraiment intéressant. On a Tom Jones qui passera aussi par là à certains moments. Est-ce qu'il y a des loupés, selon vous ? Oui. Selon moi, oui. Bon, il y a Duran Duran qui tente quelque chose en 85 avec finalement le dernier épisode qui met en scène Roger Moore. Pour moi, là, je vois pas ce que Duran Duran venait faire par là. AA, dont on a déjà parlé un petit peu, où effectivement, là, je suis un peu mal à l'aise quand j'entends AA. Et pour finir, parce que après tout, voilà, j'ai encore 3 secondes. Eric Serra qui a été. Ah bon, Eric Serra en a fait un ? Qui a pas fait le générique, hein, mais qui fait la musique du film GoldenEye. Donc tout ce qu'on entend pendant, quoi. Parlons maintenant, Guillaume, des gadgets. Impossible d'évoquer James Bond sans parler des gadgets. Ça, Il y en a plein dans chaque film. Ouais. Et ça aussi, ça fait partie de ce fameux cahier des charges que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, c'est ça. Il y a toujours, quand on décide d'écrire un James Bond, de mettre en scène un James Bond, il y a toujours des incontournables. Et dans ces incontournables-là, il y a les gadgets que porte James Bond, et puis les gadgets aussi qui sont dissimulés dans sa voiture. Mhm. Et donc, dès le premier épisode, et même dans les bouquins, on a l'inventeur de ces gadgets-là qui s'appelle Q. Hein, et donc, on va voir Q dans son laboratoire, qui est souvent au sous-sol du service secret. Et alors, on rentre toujours dans une immense pièce bétonnée avec des dizaines de personnes qui sont en train de tester des gadgets improbables. Et finalement, donc, notre Q, là, ici, va prendre James Bond par la main et va lui expliquer, va lui montrer un certain nombre de gadgets qui évidemment vont être utilisés pendant le film. Pendant le film. Et puis un certain nombre évidemment d'autres gadgets qui ne nous montrent pas ici, mais qu'on va découvrir au fur et à mesure. Donc évidemment, James Bond a toujours des choses plein sa montre, plein ses chaussures, plein ses valises, dans ses briquets. Tout ça, les objets les plus anodins vont à un moment donné toujours servir à James Bond pour effectuer une cascade, pour tuer un méchant. Ouais. Enfin, il va toujours se passer quelque chose comme ça. Et je vous demande toujours d'être vigilant sur la montre de James Bond parce qu'elle est vraiment multitâche. Dans chaque film ? Oh, pratiquement. Quasiment dans chaque film. Oui. Mais comment fait-on, Guillaume, pour tenir la corde sur 22 longs métrages ? Comment fait-on pour à chaque fois innover ? Alors qu'on a affaire là à des choses qui sont nées sous la plume de Ian Fleming il y a quasiment il y a plus de 40 ans, il y a 60 ans même. Ouais, comment on fait pour tenir encore un spectateur en haleine avec des trucs comme des gadgets ? Mais c'est-à-dire que James Bond ne vieillit pas, il a tout le temps le même âge, quel que soit l'épisode. Ouais. Et dans les bouquins, c'est aussi ça. Fleming avait essayé de le faire vieillir à la fin sur quelques romans, ça marchait moins, quoi. On peut pas faire vieillir James Bond, c'est un peu comme un super-héros, quoi. Batman ou Superman ne vieillissent pas tout au long des films. Et pour les gadgets, comme James Bond ne vieillit pas, il est toujours adapté à la technologie de son temps. Et donc, un film des années 2000 va avoir des gadgets des années 2000, quoi. On va avoir un Sean Connery dans les années 60 avec des gadgets qui nous font maintenant un peu sourire parce qu'on peut toujours se dire ah bah oui mais si James Bond à l'époque avait eu un téléphone portable on n'en serait pas là. Et donc j'aime bien l'image, ouais, c'est vrai. Si la technologie évolue, et c'est forcément le cas, James Bond sera toujours à la pointe et il y aura toujours de la ressource finalement pour les scénaristes pour trouver des choses comme ça, des petites techniques, des petites combines qui vont quand même nous laisser pantois. On a James Bond, Pierce Brosnan à l'époque, qui arrive à conduire sa BMW de l'extérieur. Il a une télécommande pour sa voiture, pour sortir d'un parking, il fait semblant de sortir.
Il télécommande, il pilote avec une petite manette sa voiture, elle sort sur les chapeaux de roue comme ça, Ouais. et puis James Bond est resté caché derrière un autre truc, quoi. Bon, c'est vraiment des choses comme ça, on s'adapte à la technologie du moment et on l'améliore. Quelques mots sur les voitures, Guillaume, Oui, parce que c'est important, elles sont importantes également dans les James Bond. la voiture de James Bond, c'est forcément la marque, c'est forcément Aston Martin. On a beaucoup d'Aston Martin dans les James Bond, hein. C'est un peu le passage obligé. Alors il y a eu tout un tas de versions d'Aston Martin, mais globalement on est sur des versions DBS. Pour les puristes, je vous invite à aller voir à quoi ça correspond, mais globalement c'est un modèle d'Aston Martin qui perdure tout au long des années. Et donc la voiture, on va dire personnelle de James Bond, c'est des Aston Martin obligatoirement. Par contre, on aura des films où on pourra voir James Bond qui pilote une 2 chevaux, par exemple. On pourra voir... Tiens donc. Eh oui. Alors je crois que c'est dans Rien que pour vos yeux, quelque chose comme ça. On a donc James Bond qui pique une 2 chevaux et donc qui est obligé de se servir de cette 2 chevaux-là pour conduire. Donc. Et Roger Moore pilote une Renault 11 aussi à un certain moment. Donc c'est en France par contre que ça se passe. On a comme ça soit des voitures très très sport et très pleines de gadgets, et puis par moment il va prendre la première voiture qui passe parce qu'à un moment donné il faut bien s'en aller quelque part. Il faut bien se sauver. Voilà, et bon, quelques motos, mais c'est quand même très rare. Il y a quand même une scène intéressante avec toujours Pierce Brosnan d'ailleurs et Michelle Yeoh où il conduit une moto avec une passagère, ils sont chacun menottés avec une main, quoi. Et ça c'est intéressant. Guillaume Douzou, dites-moi, chaque James Bond est un succès au box-office. Oui, pratiquement. On en a sur les 22, bientôt 23. En France, en tout cas, on sait qu'on va osciller autour de 3 à 4 millions de spectateurs. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, effectivement. Et puis, surtout sur cette durée-là, quoi. On peut imaginer que ceux qui sont allés voir James Bond contre Dr. No en 62 vont toujours voir Quantum of Solace, par exemple, en 2008. On peut imaginer ça, mais on emmène ses enfants, ses petits-enfants. Enfin, James Bond, ça peut rassembler un peu la famille. Donc, oui, on mise... on risque pas grand-chose, finalement, à réaliser un James Bond. Mm-hmm. Vous me disiez tout à l'heure hors antenne que les premiers James Bond ont été de gros succès, Ouais. que les derniers sont aussi de gros succès, mais qu'entre les deux, il y a eu un petit flottement quand même. Oui, c'est étrange d'ailleurs. Et toujours maintenant d'ailleurs, les 5 James Bond qui ont rassemblé le plus d'entrées, en France hein, évidemment, sont les 5 premiers. Donc les 5 Sean Connery finalement. Ouais. Et c'est peut-être aussi pour ça que pour nous, en tête, James Bond, ce n'est que Sean Connery. Ce qui marche le plus, c'est Goldfinger. Goldfinger, alors bon, pourquoi pas. Ça, c'est celui qui a le plus marché. C'est pratiquement 7 millions d'entrées, et 7 millions d'entrées à l'époque, on est en 64, donc on n'a pas un réseau de salles comme maintenant. Quand une copie de James Bond sort, il n'y a pas 800 unités qui parcourent la France, quoi, hein. Donc non, pratiquement 7 millions, et ensuite Opération Tonnerre, donc toujours avec Sean Connery, Bon baiser de Russie, enfin ces films-là vont marcher et vont vraiment donner le là pour la suite. Et étrangement, ce qui casse un petit peu le rythme, c'est le 6e James Bond, donc au service secret de Sa Majesté, avec ce fameux Lazenby, Diana Rigg. Et là, ça marche pas, il y a 2 millions de spectateurs. Donc quand Sean Connery revient dans les années 70, il a des difficultés à renouer avec le public, et à partir de GoldenEye, donc à partir de Pierce Brosnan, c'est là que le succès de James Bond revient. On dépasse les 3 500 000 entrées, et avec Daniel Craig ensuite, et donc maintenant donc Quantum of Solace qui est le dernier. Maintenant là on tourne autour des 4 millions d'entrées. On a renoué avec Pierce Brosnan, avec Daniel Craig, avec le succès en France pour James Bond. Ce qui veut dire que la tendance est la même ailleurs ? Oui, globalement, oui. Même si les James Bond n'ont jamais été des échecs, hein, faut pas non plus noircir le tableau. On a, par exemple, pour celui qui a le moins marché, il y a quand même 500 millions de dollars de recettes, pour vous donner une idée. Ça reste une valeur sûre, voilà. Et quelles que soient les époques. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que peut-être les James Bond avec Roger Moore ont moins fonctionné que ceux qui étaient tournés par Sean Connery. Oui, parce que à la limite, Roger Moore apportait aussi une pointe d'humour qu'on connaissait aussi dans Amicalement Vôtre à l'époque, une pointe d'humour que n'avait pas Sean Connery, qui était un peu plus sérieux, le côté écossais de la force, quoi. Donc un peu plus sérieux, pas de
pas de second degré, ou en tout cas pas si clairement identifié. Et donc Roger Moore apporte ça met un peu en décalage le personnage de James Bond. Et puis ensuite on essaye de rattraper le coup avec Timothy Dalton, qui avait déjà été pressenti à l'époque de Roger Moore, mais qui lui se sentait un peu jeune pour prendre le relais de Sean Connery. Il attendait d'être un peu plus mûr. Voilà, donc il en a fait quelques-uns, il en a fait 2 d'ailleurs, et ça a été des succès aussi très mitigés. Concernant les budgets, Guillaume, on a là encore des sommes qui se ressemblent, qui sont identiques à chaque fois, ou ça a beaucoup évolué ? Ça a beaucoup évolué puisque on parlait tout à l'heure des gadgets, des voitures, des effets spéciaux si on veut, des cascades. Et donc le premier James Bond, alors on se cherche encore un peu, les producteurs décident de mettre $1 million sur la table. Donc $1 million, on fait un James Bond. Donc je vous invite quand même à voir ce Dr. No, là, ce fameux premier James Bond, où là on se demande comment ils ont réussi à faire un film pareil avec seulement $1 million. Ouais. Et au fur et à mesure, les années passent et les budgets multiplient. On se retrouve, pour vous donner une idée, le dernier film en date qui est sorti, donc Quantum of Solace, Daniel Craig, $230 millions. Donc on fait x 230 entre le premier James Bond de 62 et le dernier de 2008, donc ça devient faramineux. Oui. Hein. Mais c'est une énorme machine et ça se voit à l'image, Guillaume. Vous êtes d'accord avec ça ? Le dernier Bond, c'est hallucinant. Ah oui, c'est un spectacle total. Ah oui. Parlez-nous maintenant de vos préférés, Guillaume. Pour terminer, il nous reste vraiment quelques minutes. Oui. Quels sont vos préférés ? Imaginons que nous ayons affaire à quelqu'un qui ne connaît pas du tout James Bond. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas James Bond, qui n'ont pas forcément vu un James Bond. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour vraiment entrer dans l'univers ? Je commencerai forcément par un Sean Connery parce que c'est lui qui a lancé un peu le sujet. Je penserai à Goldfinger en premier, effectivement, avec donc Guy Hamilton, Sean Connery. C'est un film de 64 où là on a une intrigue autour d'une femme recouverte en feuilles d'or. Et là c'est assez intéressant de commencer par là parce que c'est un James Bond qui a vraiment tous les clichés, si on peut dire, tous les codes, tous les codes sont rassemblés. Le fameux cahier des charges. Voilà, c'est ça. Le fameux cahier des charges dont vous nous parliez en début d'émission. Exactement. Là, il est rempli à 100%. L'homme au pistolet d'or aussi, cette fois-ci avec Roger Moore. Ouais. C'est le deuxième Roger Moore. On se retrouve toujours avec Guy Hamilton, donc c'est un réalisateur qui a fait 4 ou 5 James Bond, donc quelqu'un qui est à l'aise dans cette façon de filmer une série d'espionnage. Ouais. Et donc l'homme au pistolet d'or aussi intéressant. Et puis Christopher Lee aussi qui est là, qui fait l'homme au pistolet d'or. Donc là c'est intéressant de voir Christopher Lee qu'on a plutôt l'habitude de voir en Dracula, maintenant de le voir en méchant de James Bond. Est-ce que dans les derniers James Bond qu'on évoquait tout à l'heure avec Daniel Craig, on est toujours fidèle à l'esprit d'origine malgré cette avalanche d'effets et malgré cette débauche de moyens? Oui, je pense que oui, parce que Daniel Craig, même s'il est blond, on l'a dit tout à l'heure, et j'ai rien contre ça, mais Daniel Craig renoue avec un James Bond un petit peu plus dur, quoi. On a un James Bond un peu plus fermé. On se retrouve plus en face d'un Sean Connery que d'un Roger Moore, et on peut voir Casino Royale et Quantum of Solace comme vraiment des James Bond aboutis. On sait qu'on est dans la fin des années 2000 parce que c'est une approche assez sèche, assez froide de ce que c'est qu'un film d'espionnage. C'est vraiment intéressant. Est-ce que l'on a une idée de ce que sera le 23e ? J'ai juste pour l'instant le nom s'appellera Skyfall. Pour l'instant, j'ai pas le titre français n'a pas été révélé. Vous n'avez vu aucune photo, je peux pas le croire, ça, Guillaume. J'ai juste vu la photo, tête aucune info. Ah si, Sam Mendes qui prépare ça. Mais non, je sais que ça sort cette année. Donc il réalisera, on est d'accord. Hein, Sam Mendes réalisera. Toujours Daniel Craig, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'on a longtemps cru que finalement cette saga James Bond était suspendue, et cette suspension s'est levée l'année dernière en 2011, donc on redémarre avec la saga James Bond, et c'est bien comme ça. Donc ce 23e James Bond sortira cette année, on en saura je pense beaucoup plus au mois de septembre. Et on en fera sûrement toute une émission avec vous, Guillaume. Merci, à très bientôt. Merci à vous, à bientôt.